Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je suis bien heureuse de voir une salle presque toute remplie. Donc, je m'appelle Marilyn Aïta, je suis professeure ici à la faculté. Je vais être modératrice de la session de Sébastien Coulson qui va nous faire une présentation cet après-midi. Je voudrais juste, avant de débuter, souhaiter la bienvenue également aux sites qui sont à distance. Donc, on a l'Université de Québec. Oui, on vous entend bien, bye. Pardon? L'Université du Québec. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. C'est parfait. L'Université Laval t'entend bien. Aussi. Donc, on a l'Université du Québec aussi. C'est parce qu'on a Université... Non, mais en fait, c'est qu'on a les deux. On a Université Laval et on a Université Québec. Du Québec, oui, c'est ça. Oui. Fait que les deux, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait. Donc, j'ai certaines indications juste à vous préciser. Quand vous voulez poser une question, vous devez appuyer sur le bouton le petit appareil que vous avez devant vous. Et il va y avoir un zoom sur vous qui va être fait, en fait, parce que la séance, elle est présentement enregistrée. Et quand vous avez terminé de poser votre question, seulement appuyez de nouveau sur le petit piton que vous avez devant pour éviter qu'il y ait du bruit ambiant là, qui est créé. Donc, ça me fait plaisir d'accueillir Sébastien Coulson. Je voudrais tout simplement expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'il est ici. Premièrement, c'est que Sébastien a joint notre équipe de chercheurs ici à Montréal. On a obtenu un projet de collaboration internationale avec le RISIC. Et il est co-chercheur avec nous sur cette subvention-là. Et par l'entremise de la subvention, c'est vraiment de créer un contact international. Donc, on va procéder à un projet où on va comparer certaines pratiques infirmières à Montréal, dans des centres hospitaliers, et certaines pratiques dans des centres en France. Et c'est dans le cadre de la thèse doctorale de Gwenaëlle, en fait, qui va faire une co-tutelle avec l'Université d'Aix-Marseille. Et qui est également co-chercheur avec nous sur le projet. Donc, c'est comme ça que la collaboration s'est établie au point de vue international et que l'invitation a été passée à Sébastien de venir à Montréal dans le cadre du projet et de présenter dans le cadre du RISIC une conférence. Et le sujet qui a été choisi, c'était de discuter un peu de comment que les sciences infirmières sont en train de se développer en France, et particulièrement la recherche, parce qu'on sait que c'est en émergence là-bas, puis les programmes de formation. Donc, on a pensé que ce serait un sujet qui serait intéressant pour vous. Et on peut voir par votre présence qu'effectivement, on avait bien raison. Donc, pour vous présenter notre conférencier, en fait, Sébastien, il est maître de conférence. Ce que ça signifie, c'est qu'il est professeur adjoint, comme ici à la faculté. Donc, ça se traduit en France par maître conférence. Et il était enseignant-chercheur en sciences infirmières. Il est au département universitaire des sciences infirmières de l'Université d'Aix-Marseille. Et il a fait un doctorat ici qu'il a complété en 2015 avec une co-tutelle à Aix-Marseille. Donc, il y a eu un doctorat en sciences infirmières de l'Université de Montréal, la Faculté des sciences infirmières. Il travaillait avec José Côté. Et il a également obtenu un doctorat en santé publique en même temps avec la co-tutelle qu'il a accompli. Donc, ça me fait plaisir de t'accueillir et je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Merci. Du coup, c'est bon. Vous m'entendez bien? Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est un peu un retour aux sources pour moi de revenir vous présenter cette conférence ici. Donc, le sujet, il est très brûlant en France du développement des sciences infirmières. Donc, pour qu'on puisse comprendre un peu le contexte de la France, je vous propose déjà de vous présenter l'organisation de la santé en France, la profession infirmière telle qu'elle est à l'heure actuelle, le fonctionnement universitaire de la formation initiale, un point sur la recherche en sciences infirmières, les opportunités qui sont à venir, parce que vous verrez au niveau politique, on a beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir avec nos deux ministères. Je vous présenterai ce que nous développons sur Aix-Marseille Université à l'heure actuelle et les orientations stratégiques du DUSI. Le DUSI, c'est le département universitaire de sciences infirmières d'Aix-Marseille Université. Donc tout d'abord, pour vous donner une idée de l'organisation de la santé en France, j'ai voulu faire une petite comparaison entre la province du Québec et puis la France, qui est donc le Québec, c'est 3 fois la superficie de la France.
c'est, bon, vous savez, 8 millions d'habitants, 74 000 infirmiers. Et en France, en fait, on a un plus petit territoire, mais avec une population beaucoup plus importante, puisqu'on est presque 67 millions d'habitants, et que nous avons quasiment 10 fois plus d'infirmiers en exercice qu'au Québec. Donc pour répondre à tous les besoins qui sont à l'heure actuelle en France. Donc 660 000 infirmières. Le nombre, c'est important, ça pourrait nous permettre d'avancer de façon cohérente, mais c'est aussi notre faiblesse parce que regrouper 660 000 personnes, c'est très compliqué pour développer les sciences infirmières. Au niveau de la politique régionale de santé, donc, on a donc un ministère de la santé comme tout gouvernement, mais en fait il y a des instances déconcentrées du ministère de la santé qui s'appellent les agences régionales de santé, et elles assurent en fait le pilotage de la santé en région afin de répondre à des besoins spécifiques de la population qui est sur le territoire et d'accroître l'efficacité du système. Donc le moyen pour répondre à ce besoin, c'est le projet régional de santé. Et par cette carte, en fait, je voulais vous signifier en fait ce qui correspondait à une région. Donc là, par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour ne pas la citer, c'est une région à part entière et elle a une agence régionale de santé de Marseille qui définit en fait les besoins de la population sur le territoire ici et qui organise en fait l'offre de soins en fonction des besoins de cette population-là. Et c'est pareil pour toutes les régions. On a la méga région maintenant, Ouest, Poitou, Charentes, Limousin, Aquitaine, qui gère en plus pour la recherche les DOM-TOM. Les DOM-TOM, c'est les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Donc ils sont en lien avec le territoire de Bordeaux, même s'ils ont leurs propres ARS. Donc voilà, vous avez à peu près 13 territoires qui sont développés et qui ont développé leur politique régionale de santé. L'organisation hospitalière territoire, donc comme ici, on a deux grands types d'hôpitaux. On a les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, et on a les CH, les centres hospitaliers. On va dire avant, ça s'appelait les centres hospitaliers généraux, c'est les centres de proximité. On a eu une récente réforme, parce qu'on aime bien penser les réformes territoriales chez nous. On a eu une récente réforme qui s'appelle la loi de modernisation de notre système de santé. Je vais vous la rabâcher pendant toute la présentation, parce qu'elle a quand même développé un certain nombre de choses. Et en fait, l'idée, c'était d'organiser les territoires sous la forme de grands groupements hospitaliers de territoire, donc ce qu'on appelle les GHT, et donc de mutualiser les moyens entre les différents hôpitaux, de sorte à mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, avec une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Ce qui a été mis surtout en place là à l'heure actuelle, c'est la rationalisation des moyens, des ressources, les commandes communes, pour que ça coûte un petit peu moins cher aussi. Et puis, on est sur une élaboration d'un projet médical partagé garantissant une offre de proximité, mais aussi une réforme de l'accès à une offre de référence et de recours. Ce qui est très dommage, c'est qu'on est juste sur le projet médical partagé et pas forcément sur un projet médico-soignant partagé, parce que là, du coup, le projet de soins des établissements n'est pas forcément mis en relation. Donc on a le projet médical et puis on a un projet de soins à côté qui va armer le projet médical partagé. Pour vous donner un exemple, alors je reviendrai souvent sur la région PACA, ça change de parler souvent de l'Île-de-France, n'est-ce pas? La région PACA, je vous montrais tout à l'heure sur la carte ce que ça représentait au niveau de l'agence régionale de santé. Donc en fait, sur le territoire, donc là c'est la région PACA dans l'ensemble, l'agence régionale de santé a souhaité que les groupements hospitaliers de territoire soient de la taille du département. On a la région et le département, et donc le département des Bouches-du-Rhône par exemple ici. On a Marseille qui est ici, donc avec l'assistance publique hôpitaux de Marseille, le CHU, donc troisième CHU de France. Et ce CHU en fait coordonne l'ensemble des autres centres hospitaliers qui sont en rouge là, et ils forment le GHT Bouches-du-Rhône. Donc en fait, ils rationalisent les moyens entre tous ces établissements-là, ce qui fait qu'il peut y avoir aussi des modifications
d'organisation de services ou d'organisation de pôles en fonction de l'offre qui est demandée sur ce territoire-là. C'est un peu technique, mais ça pose quand même le contexte de l'organisation qui est de plus en plus territorialisée sur la France. Alors la particularité qu'on a en France, c'est qu'on a une médecine de ville libérale. C'est-à-dire qu'on a un médecin traitant, un médecin généraliste, on appelle ça comme ça. Le médecin traitant, en fait, c'est lui qui va coordonner le parcours du patient en ville. C'est-à-dire que si un patient veut aller voir un médecin spécialiste, il est obligé de passer par le médecin traitant, qui va lui faire une prescription pour aller voir le spécialiste en fonction de la clinique qu'il aura évaluée au moment de la visite du patient. Donc ce médecin traitant, il prescrit donc l'orientation vers le spécialiste, il prescrit aussi des soins infirmiers ou paramédicaux en ville, et il est destinataire de la correspondance avec l'hôpital. C'est-à-dire que le médecin traitant a été replacé dans les différentes lois de santé en France comme étant au centre de la prise en charge des patients. Et ce médecin, il est en ville. Donc pour vous schématiser juste globalement comment ça se passe, c'est que vous prenez rendez-vous chez votre médecin ou vous venez sans rendez-vous et vous attendez pendant 3 heures. Vous avez le rendez-vous avec le médecin qui dure entre 10 minutes et un quart d'heure environ quand on est généreux. Donc il y a une facturation qui est faite par le médecin, vous payez le médecin, c'est une consultation à 25 €, qui est remboursée ensuite par la sécurité sociale ou qui part directement sur les comptes de la sécurité sociale. Donc c'est une médecine de ville qui est faite comme ça, et vous accédez à ce médecin-là pour accéder à d'autres spécialistes en cardiologie, en diabétologie, etc. On a les pharmaciens de ville, c'est un peu plus particulier aussi en France parce que nous, c'est des officines à part entière. Les pharmacies ne sont pas dans les autres centres. Donc on a des pharmacies spécifiques avec une croix verte qui identifie la pharmacie de ville. On a la même chose que pour les médecins traitants, on a des infirmiers libéraux, donc qui ont leur propre cabinet aussi et qui réalisent des actes sur prescription médicale. Ils ne sont pas en premier recours, on le verra un peu plus tard. On a des kinésithérapeutes libéraux qui sont les équivalents des physiothérapeutes ici. Puis on a pléthore de professionnels de santé qui sont en ville. L'autre nouveauté, on va dire, de ces dernières années, c'est les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc ça se passe toujours en ville, ça se passe en général sur une commune, dans un petit village ou dans une ville, où plusieurs professionnels médicaux, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens vont s'installer ensemble dans une structure où vont conventionner ensemble pour créer une maison de santé pluriprofessionnelle pour donner un accès plus simplifié en fait aux patients de la ville. En fait. Donc ils exercent des activités de soins sans hébergement, c'est-à-dire que le patient ne reste pas à la maison de santé, il vient consulter simplement les professionnels qui sont là, c'est du premier ou du second recours, et ils peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé ou à des actions sociales. On a environ 620 structures en France de ce type-là, donc qui sont réparties un petit peu dans tout le territoire, et la volonté ministérielle à l'heure actuelle, c'est de doubler le nombre de structures pour proposer une offre plus importante en ville, car on a un gros problème de désertification médicale, puisque les médecins n'ont pas d'obligation d'installation, ils peuvent s'installer n'importe où, en fait, où ils veulent, et donc du coup, ça provoque des déserts médicaux aussi en France. Ce qui est intéressant encore plus, c'est que depuis 2016 et la fameuse loi de modernisation de notre système de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ces maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent être maintenant universitaires. C'est-à-dire qu'on peut conventionner avec des unités de recherche pour faire de la recherche au plus près des patients en ville, en fait. Donc le développement des profils universitaires dans la médecine de ville va devenir de plus en plus important, notamment parce que nos médecins généralistes ont maintenant c'est une spécialité universitaire, et ils ont des postes aussi universitaires, donc ils peuvent être professeurs et exercer en médecine de ville, ce qui n'était pas le cas avant 2008. Donc ce sont des choses qui sont très importantes pour le développement de futurs projets de recherche. Donc dans tout ça, la profession infirmière. Maintenant qu'on a vu cet état des lieux de l'organisation, la profession infirmière, donc, elle a une organisation en filière qui se construit progressivement.
nous, on a un seul mode d'entrée. C'est le diplôme d'état infirmier. C'est l'infirmier de soins généraux. On n'a pas plusieurs niveaux d'infirmière, c'est le seul en fait. C'est une formation qui se déroule après les 12 années de scolarité des personnes qui veulent s'inscrire dans la formation. Et donc ce sont des infirmiers, on va dire, de soins généraux. On a ensuite des spécialités cliniques. Donc on en a 3. La spécialité historique et celle qui tient à ma préférence, c'est l'infirmière puéricultrice, donc qui fête ses 70 ans cette année, donc qui est en fait accessible directement après la formation infirmière. C'est-à-dire vous êtes diplômé d'état infirmier, vous pouvez directement rentrer en institut de formation pour devenir puériculteur, puéricultrice. On a les 2 autres spécialités qui sont arrivées un petit peu plus tard. Les infirmiers anesthésistes et les infirmières de bloc opératoire ne peuvent rentrer dans les instituts de formation que les infirmiers qui ont 2 ans d'expérience professionnelle avant d'intégrer la formation. On a ensuite les cadres de santé. Donc, les cadres de santé, c'est une formation, on verra après, qui réunit à la fois les compétences pour être cadre manager d'unité de soins et cadre formateur. Donc les cadres formateurs, c'est ceux qui viennent enseigner dans les différents instituts de formation. Donc là, c'est accessible après 4 ans d'expérience professionnelle en tant qu'infirmier, mais les spécialités cliniques peuvent aussi accéder à cette formation de cadre de santé. La particularité chez nous, c'est que à partir de ce niveau-là de cadre de santé, la notion de filière disparaît puisque en formation de cadre de santé peuvent venir en fait tous les paramédicaux. Donc dans la formation, vous pouvez retrouver des infirmiers, des kinésithérapeutes, des diététiciennes. Voilà, toutes les professions paramédicales accèdent à la même formation et on n'a plus le terme de cadre infirmier, on a le terme de cadre de santé qui se met en place. Donc voilà, c'est une réforme qui date du début des années 2000. Au-dessus, on a donc le directeur des soins qui est la même chose que chez vous. Et là aussi, on perd la notion de filière puisque peuvent rentrer en formation de directeur des soins tout type de professionnels à partir du moment où ils ont 10 ans d'expérience, dont 5 ans en tant que cadre. Et enfin, je l'ai mis dans une couleur différente parce que on est en pleine concertation sur la question. Nous avons les infirmiers de pratique avancée. Les infirmiers de pratique avancée, j'ai mis XXX années d'expérience parce que pour l'instant, on n'a pas défini légalement la durée d'exercice minimum avant de rentrer dans une formation d'infirmier de pratique avancée. Donc voilà en gros, schématiquement, la filière infirmière. Alors si on part sur la formation de la filière infirmière, donc je vous ai dit les infirmiers de soins généraux, c'est un diplôme d'État qui est au grade licence, c'est-à-dire qu'il y a le diplôme d'État permet l'autorisation d'exercice, c'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément besoin de passer le concours de l'ordre pour exercer après le diplôme. On peut exercer le diplôme à partir du moment où on est enregistré sur un fichier qui s'appelle le fichier ADELI. Prochainement, inscription automatique à l'ordre des infirmiers. Et on peut exercer comme ça. On n'a pas de concours. C'est le diplôme d'État délivre l'autorisation d'exercer par l'État. Grade licence, puisque nous avons donc une réforme en 2009 qui a permis d'universitariser la formation infirmière. Donc il y a une part d'enseignement universitaire, une part d'enseignement en IFSI, on verra le détail un petit peu plus tard, ce qui permet de délivrer le grade de licence à tous les diplômés d'État dans les IFSI. Chez les spécialités, en fait, on est encore sur des anciens programmes. Par exemple, pour la spécialité d'infirmière puéricultrice, c'est 12 mois d'études, mais sur un très vieux programme qui date de 1983. Donc il y a une réforme qui est en cours, on en reparlera après. Le diplôme d'infirmier de bloc opératoire est aussi sur un ancien diplôme, mais qui date plus des années 90-2000. Et ils sont sur 18 mois d'études, donc diplôme d'État, 18 mois d'études. Et par contre, les infirmiers anesthésistes se sont fait entendre au bon moment au niveau politique et ont obtenu la réforme de leur diplôme depuis 2012. Et ils sortent maintenant avec un grade master associé au diplôme d'État depuis 2014. Les cadres de santé, c'est aussi un ancien diplôme, donc c'est un diplôme de cadre de santé,
plus ou moins master. En fait, les instituts de formation de cadres de santé ont, pour la plupart, établi des conventions avec l'université pour suivre à la fois un parcours de cadre de santé et suivre un parcours de master en 10 mois. Un master, normalement, c'est 24 mois, mais là, ils font tout en 10 mois. Et donc, du coup, quand ils sont diplômés de cadre de santé, ils peuvent aussi avoir un diplôme de master. C'est de plus en plus fréquent d'avoir un master complet à l'heure actuelle. Pour l'infirmier de pratique avancée, je peux mettre que c'est un master parce qu'on a une confirmation ministérielle la semaine dernière, donc on sera sûr que ce soit un master complet, 24 mois d'études. Et enfin, les directeurs de soins, c'est une formation qui se déroule, qui donne un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des soins qui se déroule sur 12 mois. Donc, réforme en cours pour les infirmières puéricultrices, réforme en cours pour les infirmiers de bloc opératoire, donc réforme en cours pour les cadres de santé, et formalisation en cours pour les infirmiers de pratique avancée. Donc, autant vous dire que là, les travaux sont, voilà, on est en plein dedans. Tous les textes pour que la rentrée 2018 se fasse doivent être terminés pour décembre 2017, de sorte à passer toutes les instances du ministère de la Santé et du ministère de l'enseignement supérieur pour être validées et pour qu'on puisse mettre en place ces nouvelles formations à partir de la rentrée 2018. Les effectifs d'étudiants, je vous donnais l'effectif tout à l'heure de la population infirmière. Nous, on a 90 000 étudiants en soins infirmiers à l'année. Donc c'est une masse critique qui est très importante. Sur les puéricultrices, ça fait environ, alors là c'est 1421 parce que c'était en 2014 et il y avait un basculement de la rentrée. Avant, la rentrée se faisait en janvier pour les infirmières puéricultrices et du coup on a décalé progressivement à une rentrée universitaire sur septembre, de sorte à préparer la réforme qui allait venir sur l'université. Donc là en fait on avait une promo et demie qui était en place, donc on est plus autour de 1000 étudiants que de 1400. Pour les infirmiers de bloc opératoire, c'est beaucoup moins, ils sont environ 400 à l'année, et les infirmiers anesthésistes sont 1100. Les cadres de santé, c'est à peu près 1500 étudiants à l'année. Les infirmiers de pratique avancée, c'est 60, on est tranquille. Et les directeurs de soins, ils ont de la place pour accueillir 96 personnes, mais depuis plusieurs années, ils ne font pas le plein. Ils ont en moyenne une quarantaine d'étudiants par an au lieu des 90 qui sont attendus. Pour accueillir les 90 000 étudiants, nous avons 331 IFSI en France, Instituts de formation en soins infirmiers, donc ils sont répartis sur tout le territoire. Nous avons 34 écoles de puéricultrices, nous avons 23 écoles d'IBOD, 29 écoles d'IAD, donc qui sont aussi associées à l'université, 36 instituts de formation de cadres de santé, 2 universités qui préparent à la pratique avancée, donc Aix-Marseille Université, plus ou moins l'université de Versailles-Saint-Quentin, parce que les parcours ne sont pas intitulés tels quels à l'heure actuelle. Et l'école des hautes études de santé publique, c'est elle qui a le monopole en fait, de la formation des directeurs des soins, mais aussi des directeurs d'hôpitaux. Donc voilà pour le point sur la formation. Maintenant, sur les modes d'exercice des infirmiers, la plupart des infirmiers sont salariés hospitaliers, très majoritairement. Ils peuvent exercer en tant que salariés dans d'autres établissements. Et vous voyez au final que près de 20% de notre population infirmière exerce à l'heure actuelle en secteur libéral. Vous savez, les cabinets en ville dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est le tableau qui répertorie les différents endroits où on travaille. Vous voyez là, on a le secteur hospitalier public et privé. Les cabinets libéraux ici. Donc on a des intérimaires. Alors le chiffre est peut-être un petit peu faussé parce qu'on a beaucoup d'infirmiers qui travaillent à l'hôpital qui sont aussi inscrits en agence d'intérim pour faire un cumul d'activités pas forcément autorisées. Mais donc du coup, il y a des chiffres qui peuvent se recouper. On a un exercice, donc prévention et soins en entreprise, en fait c'est la médecine du travail. Il y a une grande importance des infirmiers de santé au travail en France, la santé scolaire, la protection maternelle et infantile qui gère l'anté et le postnatal, donc la périnatalité en fait en France en ville, les établissements pour handicapés, établissements personnes âgées, etc. etc. Donc, et puis on va jusqu'au centre de dialyse, donc ça fait un peu une répartition à peu près équilibrée. On voit que là on a beaucoup d'infirmiers qui travaillent dans les établissements pour personnes âgées aussi.
Donc, dernier point sur l'exercice libéral. Les soins à domicile en secteur libéral se font uniquement sur prescription médicale. On ne peut pas intervenir en premier recours quand on est dans le secteur libéral. Le choix de l'infirmier libéral, il se fait par la personne qui est soignée. Un infirmier libéral n'a pas le droit d'aller faire de la pub dans un hôpital pour qu'on lui envoie des patients. Bon, des fois ça se fait, mais ce n'est pas tout à fait légal. Donc c'est vraiment à la personne de choisir son infirmier libéral. On a un répertoire qui s'appelle le répertoire, c'est le site de l'assurance maladie qui s'appelle Amélie, et en se connectant sur amélie.fr, on peut aller retrouver les professionnels de santé qui sont proches de chez nous. Les conditions d'installation, c'est d'être inscrit à l'ordre des infirmiers et d'avoir au moins 24 mois d'expérience professionnelle en tant qu'infirmier dans une structure hospitalière ou une institution sur les 6 dernières années. Bien souvent, ces infirmiers font des remplacements pour voir si ce système de travail leur convient ou pas, parce que alors c'est sûr que le salaire est, on va dire, différent parce qu'ils font énormément d'activités en journée, donc c'est des journées qui font 5h, 22h pour la plupart du temps, mais s'ils s'associent avec d'autres infirmiers, ils peuvent éventuellement gérer à travailler une semaine sur 2 et se relayer. Donc ils sont conventionnés avec l'assurance maladie et on est sur un paiement à l'acte et les actes sont cotés sur ce qu'on appelle la nomenclature générale des actes. Donc quand vous allez faire une prise de sang, vous êtes coté. Je ne peux pas vous dire les AMI, on parle d'AMI qui va déclencher en fait des euros. Donc admettons vous êtes payé 2,50 € pour un soin, 2,50 € pour un autre. Donc en fait il faut faire plusieurs soins pour quand même gagner avoir de quoi vivre tous les mois. Le fonctionnement universitaire de la formation initiale. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a universitarisé, c'est le mot barbare qu'on utilise chez nous, on a universitarisé la filière infirmière et notamment la formation initiale. Donc, on était sur des instituts de formation qui pouvaient être établis dans des CHU, dans des CH, des instituts de formation privés, associatifs, et il a fallu en fait harmoniser le tout. Et donc, pour que ça puisse être universitarisé, il a fallu conventionner avec l'université, mais pas qu'avec l'université. En fait, on a un conventionnement qui est tripartite. Donc, l'université d'un côté, qui doit gérer un certain nombre d'enseignements, donc ça, c'est pas un souci, sauf que les universités, elles sont dans les grandes métropoles françaises, elles ne se situent pas partout où il y a un IFSI en France. Le conseil régional, donc c'est une instance politique régionale. Je vous ai montré le territoire de l'agence régionale de santé. Donc le conseil régional, c'est le même territoire, mais c'est géré par les politiques, en fait. Je ne sais pas l'équivalent ici, mais on a un politique qui est président du conseil régional et on conventionne avec eux parce que c'est eux qui ont la mission de financer les formations initiales. Donc, les formations paramédicales, pardon. Donc ils financent en fait tous les étudiants de formation initiale dans les instituts de formation. Et selon les territoires, en fait, je vous ai dit, il y a 331 IFSI en France. Sur une même région, on peut avoir beaucoup d'IFSI. Donc on ne s'attendait pas à ce que chaque IFSI vienne signer une convention avec l'université. Donc le choix qui a été porté, c'est de les regrouper en groupements de coopération sanitaire en fonction des académies d'éducation nationale. C'est un peu compliqué sur le territoire. En gros, si je prends sur Aix-Marseille Université comme exemple, donc Aix-Marseille Université conventionne avec les IFSI de l'Académie d'Aix-Marseille et ça fait 17 IFSI. Donc on gère en fait la formation universitaire de 17 instituts de formation qui peuvent se trouver parfois à 3-4 heures de route de Marseille. Donc c'est quand même compliqué pour organiser les enseignements dans ces IFSI. Donc on est sur une approche par compétences pour ce programme, je les mets rapidement, nous on n'en a que 10. Et ces compétences-là, elles sont nationales. C'est-à-dire que les référentiels d'activité, de compétences et de formation sont décidés par le ministère de la Santé et sont appliqués ensuite dans les instituts de formation en soins infirmiers, avec les ressources dont ils disposent sur place. Je les passe un peu rapidement, vous pouvez les retrouver sans souci. Et en fait, pour que ces compétences soient acquises, on a défini différents domaines de savoir
en répartissant les responsabilités entre les IFSI et l'université. Donc tout ce qui est sciences humaines et sociales et droit, sciences biologiques et médicales, c'est ce qu'on appelle les sciences contributives aux sciences infirmières, et donc c'est l'université qui a en charge cette partie. Donc elle doit organiser les enseignements avec les enseignants-chercheurs titulaires de l'université. Donc si on reprend ce que je vous disais tout à l'heure, Aix-Marseille Université conventionne avec 17 IFSI, ça veut dire que les 17 IFSI doivent avoir le même enseignement par les mêmes personnes, quasiment au même moment. Ce qui est juste impossible à faire puisqu'on ne nous a pas donné de moyens supplémentaires dans les universités pour créer des postes d'enseignants-chercheurs. Donc vous avez les grands professeurs de santé publique, de pathologie, endocrino, etc., qui doivent faire des cours, qui ne pouvaient pas, à un moment donné, prendre une journée pour faire 4 heures de route pour aller dans l'IFSI qui est au nord de l'académie, faire 1 heure de cours et revenir. Enfin, ça, c'était juste inimaginable. Donc en fait, il y a des choix qui ont été faits, on les traitera tout à l'heure quand on parlera du département. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, là, il y a une responsabilité qui est assez énorme, mais que les moyens n'ont pas forcément suivi dans les universités. Ensuite, l'IFSI a en charge tout ce qui est du fondement des sciences infirmières et des interventions en sciences infirmières et l'intégration des savoirs et de la posture professionnelle. Le nombre de CTS, en fait, ce sont nos nombres de crédits à nous. Pour avoir le diplôme d'État au grade licence, il faut 180 crédits ECTS. Donc vous voyez le partage à peu près. Les IFSI ont quand même plus de 2/3 des crédits à leur actif, à leur responsabilité en tout cas. Les stages sont gérés sur des stages longs. En fait, le premier stage de la formation infirmière est de 5 semaines et les stages suivants se font par semestre sur 10 semaines dans les milieux cliniques. Donc la responsabilité est répartie entre le milieu clinique et l'IFSI pour le suivi des étudiants et le suivi des compétences. Et puis tout ce qui est les unités de méthode, là c'est l'IFSI qui en a la charge. Donc je passe maintenant à la recherche en sciences infirmières, puisqu'on a pu aborder là les premières notions de formation. Il faut savoir que dans la formation initiale infirmière, on a déjà une initiation à la démarche de recherche. Elle demande à être un petit peu réformée parce qu'on demande beaucoup de choses à des étudiants de licence qui ne sont pas forcément du niveau de licence. On leur demande de savoir chercher dans des bases de données scientifiques, on leur demande d'aller faire des enquêtes terrain, on leur demande d'analyser, enfin on leur demande beaucoup de choses et au final on ne fait pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas le temps. Et le gros souci qu'on a eu dans la réforme, c'est qu'on n'a pas pensé à former les formateurs qui vont former les étudiants ensuite. Et donc là, on a un gap qui s'est creusé et les compétences en recherche, on est encore, pour la plupart, on est encore sur l'ancien modèle du mémoire infirmier. On n'est pas forcément sur de l'evidence-based où voilà, ils ont encore du mal à aller rechercher sur les données, sur les bases de données scientifiques ou même les bases de données professionnelles. Là, c'est encore compliqué et n'ont pas forcément tous les accès à ces bases. Sur l'accès pour les infirmiers à des formations universitaires, c'est possible de plus en plus. Sur des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires, ce qu'on appelle des DU, ces diplômes sont des diplômes qui sont créés par les facultés, où il n'y a pas besoin d'une instance ministérielle. On développe pour la plupart une expertise. Ça peut être un diplôme universitaire en douleur, un diplôme universitaire en soins périnataux, un diplôme universitaire en recherche, voilà, en plaie et cicatrisation. Voilà, on a différents diplômes qui existent, mais c'est vraiment très local en fait. Il n'y a pas de validation par le ministère. Par contre, sur le master et le doctorat, ce sont nos niveaux de diplômes nationaux. Et donc, le master se justifie chez nous à partir du moment où l'étudiant a la maîtrise d'une langue vivante et des compétences en recherche. Bon, la maîtrise de la langue vivante, pour l'instant, on n'est pas très champion en France, mis à part le français, et encore. Par contre, sur le domaine de la recherche, c'est obligatoire maintenant sur les masters. On doit forcer l'enseignement de recherche, puisque c'est le premier niveau avant d'accéder au doctorat. À ce jour, on a seulement 2 masters en sciences cliniques infirmières, dont celui d'Aix-Marseille Université. Vous allez me dire que j'ai des liens d'intérêt, mais c'est un peu normal. On n'a pas encore de doctorat en sciences infirmières en France, mais on peut accéder à des doctorats dans d'autres disciplines.
À ce jour, il est difficile de connaître le nombre précis d'infirmiers titulaires d'un doctorat, car en fait, on n'en a pas forcément une valorisation dans la carrière professionnelle. Par exemple, moi, je suis un des seuls à accéder, avec Chantal Aymar, à un poste de maître de conférence. Voilà, c'est en train de bouger, on va le voir un petit peu plus tard, il y a des opportunités à saisir, mais on a des difficultés en fait à vraiment faire un état des lieux de combien d'infirmiers français sont titulaires d'un doctorat pour développer la filière infirmière. On a un outil hyper important chez nous. C'est un programme ministériel qui a été développé par la même ministre qui a lancé en fait la réforme des programmes de formation des infirmiers. Ça s'appelle le Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, le PHRIP. C'est un appel à projet du ministère en charge de la santé qui a été créé donc en 2010, uniquement pour les infirmiers la première année, puis ensuite pour les autres professionnels paramédicaux. Alors je vous en parle parce que c'est ce qui a aussi fait pousser la recherche infirmière, puis la recherche paramédicale. On a 144 projets qui ont été retenus depuis 2010, entre 2010 et 2016, et les financements vont de 70 000 à 350 000 euros par projet, ce qui est donc énorme, vous me l'accorderez, et donc du coup, c'est vraiment une opportunité pour les infirmiers à saisir de s'inscrire dans ces projets de recherche. Le seul souci qu'il y a eu, c'est que je vous ai montré juste avant l'état de la formation en recherche pour les infirmiers. Donc du coup, on a des infirmiers qui sont impliqués dans ces projets de recherche, enfin, dans cet appel à projet, sans forcément avoir la formation qui allait avec la recherche pour pouvoir porter ce type de projet. Donc ça fait qu'on n'a pas, enfin, on a un moment de battement. Les projets de 2010 sont seulement en train d'être terminés et on amène seulement la publication en ce moment. Comment ça se passe en fait? Il faut prévoir 1 an en gros pour la demande de subvention. On a une circulaire ministérielle qui paraît en général en décembre, enfin une instruction maintenant. On nous demande de déposer une lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est un résumé de l'appel à projet tel qu'on l'envisage. Donc ce dépôt-là se fait en mars. On a une réponse si la lettre d'intention est retenue ou non en juin. Si la lettre d'intention est retenue, il faut déposer le protocole de recherche en septembre, donc vous passez un agréable été. Et ensuite, vous avez la réponse courant décembre, au même moment où le lancement de l'appel à projet suivant arrive. Donc il faut aussi prévoir largement à l'avance la construction du projet pour ne pas se retrouver à la dernière minute. On a beaucoup d'équipes en général qui nous appellent une semaine avant de déposer pour nous dire « je voudrais déposer un appel à projet PHRIP ». Et là on leur dit « c'est juste pas possible, retentez votre chance l'année prochaine parce que le temps de monter le projet, on n'y arrivera jamais ». Donc pour aider ces équipes à les accompagner en fait dans le dépôt de ces appels à projets, on a créé très récemment des postes de coordonnateurs paramédicaux de la recherche dans les CHU. Et là, tous les petits points, en fait, c'est ici, là, vous voyez dans le logo de la Commission nationale des coordonnateurs paramédicaux de la recherche, c'est là où il y a un coordonnateur paramédical en référence pour aider les équipes à gérer les appels à projets de recherche. Donc, il y a juste un petit point pour Paris, sachant qu'ils sont un peu plus nombreux que 1. Ils sont une quinzaine à peu près, ça doit être ça. Pas tous à temps plein, mais voilà, ça se partage. Mais en tout cas, parce que c'est la PHP, donc il y a beaucoup d'hôpitaux, donc il faut drainer beaucoup d'appels à projets. Sur Marseille, par exemple, moi, avant de prendre mon poste à l'université, j'étais tout seul pour les 4 sites sur le plus grand CHU, sur le 3e plus grand CHU de France. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis les petits que vous voyez là juste à côté, ce sont donc il y a la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Bon, la Réunion est plus de ce côté-là normalement, mais on a un coordonnateur paramédical de la recherche aussi sur ces sites là. Donc cette mise en place, elle s'est faite on va dire courant 2013-2014 et en très peu de temps en fait on a pu installer ces postes-là dans chaque CHU de France. On a un référent dans chaque CHU. Ils sont, les principales missions, c'est d'accompagner les équipes paramédicales à l'élaboration de projets de recherche, d'appuyer la réalisation et la valorisation des activités de recherche de l'idée jusqu'à la publication. Donc c'est vraiment d'accompagner tout au long du projet,
mise en place d'actions de formation continue auprès des paramédicaux, parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde se former à l'heure actuelle en master ou en doctorat pour élaborer les projets de recherche. Donc on est sur une phase un peu transitoire. On propose déjà des formations en interne, puis ensuite ça leur donne le goût d'aller se former au niveau universitaire. Donc c'est transitoire, mais à un moment donné, on ne peut pas trop faire autrement. Et le rôle aussi, c'est d'organiser des journées d'études, congrès, colloques dans les différents CHU. On intervient aussi dans les réseaux professionnels et ou universitaires en lien avec la recherche. Alors je dis nous parce que je n'ai pas encore fait le deuil d'être partie de ce poste-là. Je trouve que c'est vraiment un poste très intéressant et ça a été très intéressant de le construire et de le pérenniser ensuite parce que j'ai pu avoir une remplaçante ensuite sur le CHU, ce qui n'était pas gagné d'avance. La commission nationale, elle est pilotée par Valérie Berger du CHU de Bordeaux et Laurent Poiroux. Donc Valérie Berger qui sera l'hôte du congrès mondial du CIDIEF en juin 2018 et Laurent Poiroux qui coordonne en fait l'organisation des journées francophones de recherche en soins sur Angers. Donc là on va avoir la 4e journée début avril 2018. Les activités de la Commission nationale, donc il y a une élaboration d'une charte de fonctionnement parce qu'il fallait qu'on définisse comment on fonctionnait avec des profils très différents dans cette commission-là. On a élaboré une fiche métier qu'on dépose à l'heure actuelle sur le répertoire des métiers de la fonction publique pour créer un vrai rôle et qui soit entériné, qui ne soit jamais remis en question. Élaboration d'un répertoire des formations qui existent en lien avec la recherche en France. Pareil pour les sociétés savantes et les associations professionnelles qui commencent à délivrer des bourses de recherche pour la recherche en sciences infirmières, par exemple. Donc c'est important de les répertorier pour aller taper à la porte. Les contributions aux différents rapports ministériels sur l'universitarisation, on en verra un tout à l'heure. Et Laurent s'occupe plus particulièrement du suivi de l'avancée des projets PHRIP et des publications qui en découlent. À l'heure actuelle, pour vous dire, sur les 144 projets, il y a 2 publications qui sont sorties à l'heure actuelle. Mais les projets là sont en train de se terminer pour les premiers et les publications vont sortir progressivement. On va avoir un amas de publications qui va arriver en très peu de temps. Les outils qu'on a en France depuis très longtemps, c'est assez paradoxal parce qu'on est en train de développer la recherche en sciences infirmières, mais on a un certain nombre d'outils en fait, qui ont déjà été créés. Donc c'est juste, je pense, une réorganisation à faire. Donc on a 2 revues francophones, la recherche en soins infirmiers, qui est la revue historique qui existe depuis 1985 quand même, qui est française, donc vous publiez aussi souvent par là-bas. La deuxième qui est arrivée, c'est la revue Réfiri par Elsevier Masson, donc qui est plus récente puisqu'elle date de 2015. Et puis, j'ai peut-être un petit lien d'intérêt aussi, mais je voulais vous présenter aussi la bilingue. Pour vous rappeler qu'il y a un appel à communication, un appel à publication, donc ne l'oubliez pas. Voilà. Les opportunités à venir. Donc on va parler de l'universitarisation et de 2, on va parler de la pratique avancée infirmière parce que c'est les 2 points très importants qui sont en train d'être discutés au niveau politique à l'heure actuelle. On a des recommandations qui sont très récentes, qui datent de juin 2017, mais qui ont été rendues publiques le 1er septembre 2017. Donc ces recommandations, en fait, vous pouvez trouver ce rapport, si vous voulez en apprendre davantage sur la France, je vous conseille vraiment sa lecture. C'est un rapport qui vise à mettre en place une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université, donc pas seulement les sciences infirmières, mais toutes les formations paramédicales. Parmi les propositions, parce qu'il y en a un certain nombre, on ne va pas toutes les détailler, mais parmi les recommandations, il est prévu que les réingénieries, ce qu'on appelle les réingénieries chez nous, c'est les réformes de formation des diplômes paramédicaux. On réingénie la formation pour la mettre en place dans le système de soins. Donc il faut achever, le rapport dit qu'il faut achever la réingénierie des spécialités infirmières cliniques, donc on l'a vu tout à l'heure, infirmières puéricultrices, infirmiers de bloc opératoire et cadres de santé, pour la rentrée 2018, donc c'est un challenge qui est vraiment très important. Le rapport dit qu'il faut favoriser les parcours universitaires pour une fraction variable d'étudiants paramédicaux en formation initiale ou de spécialité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans l'universitarisation qu'on va envoyer tout le monde derrière pour suivre en master et en doctorat. Il faut définir en fait la masse critique qui va poursuivre. Limite, c'est aussi un casting qui est opéré, même si les propositions d'entrée dans la formation universitaire, ça se passe sur dossier.
Et puis, ce qui est très important, c'est que le rapport demande à ce qu'il y ait une réflexion très urgente sur la création de corps d'enseignants-chercheurs dans les différents domaines d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires sur le même fonctionnement que les médecins chez nous. Les médecins sont hospitalo-universitaires, sont enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, ils ont une activité de clinique, une activité d'enseignement et une activité de recherche. Et en fait, il y a une réflexion pour que les futurs rôles d'enseignants-chercheurs pour les paramédicaux soient faits sur la même base. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, je suis ce qu'on appelle mono-appartenant, je suis à temps plein à l'université. Les médecins, parce que je ne peux pas faire autrement, ça n'existe que comme ça pour les paramédicaux. Les médecins sont sur des modèles de bi-appartenance, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois à l'université et ils travaillent à l'hôpital, sur le CHU ou pour les médecins généralistes dans leur cabinet de ville. Donc, on souhaite développer les statuts de maître de conférence dans les différentes disciplines sciences infirmières, sciences de la rééducation, disciplines médico-techniques et maïotiques, parce que chez nous, les sages-femmes, c'est une formation spécifique et ce sont des professionnels médicales. Donc elles ne sont pas infirmières, elles ont une formation qui est propre à elles pendant 5 ans. Elles font une première année commune avec les étudiants en médecine et pharmacie et elles poursuivent sur 4 années spécifiques. Et donc du coup, elles sont entre les médicaux et les paramédicaux parce qu'on les inclut aussi là dans la création de leur discipline. Donc les statuts de maître de conférence et de professeur. Et bon, là, c'est un petit peu plus complexe, c'est que pour être maître de conférence ou pour être professeur des universités, on est obligé de passer ce qu'on appelle, nous, une qualification. La qualification se passe sur dossier ou avec un entretien oral au niveau national. Et donc, on a une petite part, en fait, de candidatures qui sont retenues pour être qualifiées pendant 5 ans, le temps qu'il y ait un poste qui se libère pour prendre le poste universitaire. C'est un peu complexe à vous expliquer comme ça. Par exemple, pour moi, je suis donc mon intitulé de poste, c'est enseignant-chercheur en sciences infirmières, mais j'ai une qualification en sciences de l'éducation parce qu'on n'a pas de section CNU sciences infirmières en France. Je ne peux pas me qualifier en santé publique, même si j'ai un diplôme de santé publique, parce que ça n'appartient. Enfin, seuls les médecins ont le droit d'être qualifiés en santé publique en France. Donc, du coup, vu mes thèmes et l'organisation de mon comité de thèse, mon jury de thèse, on a réussi à avoir une qualification en sciences de l'éducation. Et donc, c'est ma porte d'entrée derrière pour être maître de conférence en sciences de l'éducation, enfin, dans la section sciences de l'éducation sur un poste d'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire. C'est très complexe. Et là, en fait, ce qu'on demande ici, c'est de simplifier la démarche et de créer une section sciences infirmières. Comme ça, il n'y a plus de soucis, on se qualifie. Au niveau national, en sciences infirmières, on a des postes de sciences infirmières derrière. Donc à la suite de ce rapport, le rapport il est là pour donner, pour donner des informations. Il donne des recommandations, le rapport, mais il n'opérationnalise pas. Donc pour opérationnaliser, on a une nouvelle mission ministérielle qui s'est mise en place par notre ministre de la Santé et par notre ministre de l'Enseignement supérieur. Donc elles ont diligenté cette mission qui doit donner ses conclusions, les premières conclusions d'ici décembre 2017. Donc tout va très vite actuellement et on a déjà un certain nombre de sujets qui sont traités. Il y a des auditions qui sont en train de se faire. Donc voilà, on est en plein bouleversement. Donc dans les mois à venir, on risque d'avoir aussi une évolution qui va être très rapide en France des statuts universitaires pour les paramédicaux. Le deuxième point, je vous ai dit en opportunité, c'est la pratique avancée, qui a fait l'objet d'un article dans la fameuse loi de modernisation de notre système de santé. Il y a beaucoup d'articles dans cette loi. Et en fait, j'en ai discuté avec Kelly Kilpatrick il y a 2 jours. Nous, on a déjà prévu en fait que tous les auxiliaires médicaux puissent accéder à la pratique avancée. Ce n'est pas réservé seulement aux infirmiers en fait. Il y a une ouverture qui s'est faite directement. Ils se sont dit que d'autres professionnels pouvaient poursuivre sur un cursus de master pour développer des pratiques avancées dans leur champ. Donc on sort vraiment du concept international de pratique avancée et on ouvre la possibilité à d'autres paramédicaux de s'engager sur de la pratique avancée, donc d'avoir des niveaux de compétences différents pour une offre de soins aussi qui se complète.
met le médecin traitant au centre de l'exercice de pratique avancée. Donc c'est pour rassurer tout le monde, pour dire qu'on ne va pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la clientèle du médecin. On est là pour travailler en collaboration sur une profession de référence qui est la profession infirmière, avec un champ de compétences qui est développé avec des activités médicales qui étaient jusqu'alors médicales, qui vont revenir sous le champ infirmier. Donc ça s'exerce dans une équipe de soins primaires, c'est-à-dire en ville, coordonnée par le médecin traitant, ou dans une équipe de soins en établissement de santé, un établissement médico-sociaux coordonné par un médecin, ou en assistance d'un médecin spécialiste. Donc tout ça, il faut aussi le préciser, parce que ça, c'est juste ce que la loi nous donne. Après, il faut préciser par profession comment ça va se développer. Et la loi, en fait, ne réinvente pas ce qui est déjà écrit dans les textes pour les infirmiers. Elle vient compléter les textes des infirmiers pour dire qu'en plus de l'activité infirmière habituelle, les infirmiers, par exemple, de pratique avancée, vont exercer des activités d'orientation, d'éducation, de prévention de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, et des prescriptions diverses et variées d'examens complémentaires ou biologiques. Donc ça, c'est ce qui vient en plus dans le champ de compétences de la pratique avancée, en plus du champ de compétences initial des infirmiers. Alors, la création d'un rôle de pratique avancée passe systématiquement par l'avis de l'Académie de médecine. Et fort heureusement, nous avons pu aussi ajouter dans le texte comme quoi on interrogeait aussi les représentants de la profession. Parce qu'à la base, dans le texte initial, il n'y avait que l'Académie de médecine. Donc on a réussi à remettre l'ensemble, à interroger toutes les parties prenantes sur le rôle de pratique avancée, donc l'Académie de médecine, les représentants de la profession. Chez les infirmiers, on a deux grands représentants, on a l'ordre des infirmiers d'un côté, puis on a aussi le collège infirmier français qui regroupe toutes les associations, syndicats et ordres dans un collège, en fait, qui est le principal interlocuteur des instances ministérielles chez nous. Ce qui reste à préciser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la durée d'exercice minimale pour accéder à la pratique avancée. Le type de diplôme, donc on nous l'a dit à l'oral, mais on attend d'avoir la précision écrite, comme quoi on est bien sur un master, et on est sûr que ça va être développé dans une université qui sera habilitée. Donc on va recevoir des cahiers des charges à un moment donné pour être habilité à dispenser des formations en pratique avancée. Et l'enregistrement auprès d'un service ou d'un organisme défini par le ministère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour exercer, on a besoin de l'autorisation d'exercice qui était délivrée par le diplôme d'État. Là, on passe sur un diplôme national de master qui ne donne pas d'autorisation d'exercice, donc l'autorisation passera par l'enregistrement, certainement à l'ordre des infirmiers pour les infirmiers. Et ce qui est très différent, et ce qu'il faut qu'on fasse entendre aussi aux différentes personnes qui vont exercer en pratique avancée, c'est que quand elles vont réaliser des actes, elles en seront totalement responsables. Elles ne pourront plus s'adresser, on ne pourra plus se retourner vers l'encadrement ou vers le médecin pour dire vous êtes tous fautifs. Non, là c'est l'infirmière qui aura réalisé ses activités en pratique avancée qui en portera la totale responsabilité puisque c'est elle qui amènera la prescription, etc. Des enjeux en ce moment même, puisque même si je suis ici, j'arrive à suivre ce qui se passe outre-Atlantique. Je ne vous ai pas mis la vidéo, mais la ministre s'est exprimée lundi dernier à l'Assemblée nationale. On est en plein débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale en France. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut mettre des choses dans la loi pour les financer, et notamment sur le thème de la pratique avancée. Et donc, elle a expliqué aux députés lundi dernier que le développement de la pratique avancée sera réalisé pour la rentrée 2018. Donc là, on est sûr que ça va vraiment fonctionner et qu'on est en plein dedans. Alors, sur Aix-Marseille Université, donc je vous ai présenté tout ce qu'il y avait au niveau national. Maintenant, sur Aix-Marseille Université, nous sommes là à l'heure actuelle, mais il y en a d'autres qui commencent à venir. On a le département universitaire de sciences infirmières historiques. Il a été créé en 2012 dans la faculté de médecine d'Aix-Marseille Université. C'est une position aussi très stratégique. Il est dirigé par le professeur Philippe Berbis, qui est professeur des universités, praticien hospitalier, qui est dermatologue. Il est vice-doyen en profession paramédicale, chargé de mission auprès du président de l'université. Donc il est en charge en fait du département, mais aussi en charge de l'universitarisation de toutes les professions qui arrivent à l'université à l'heure actuelle.
Donc on a les ergothérapeutes qui sont arrivés à l'université, les manipulateurs radio, les orthophonistes, les orthoptistes, les kinésithérapeutes, etc. Donc on a 24 professions paramédicales qui doivent arriver à l'université. C'est lui qui est en charge de ça à l'heure actuelle. Donc il me fait largement confiance pour ce qui est du master de sciences cliniques infirmières, parce qu'il a un petit peu d'autres choses à gérer. Mon poste, il a été créé en fait cette année, donc en 2017. Donc je vous l'ai dit, c'est un poste de maître de conférence. Il est intitulé enseignant-chercheur en sciences infirmières. Avec nous, on a 2 attachés temporaires d'enseignement et de recherche. C'est ce qu'on peut comparer ici à des chargés de cours qui font en même temps, qui font mi-temps enseignement, mi-temps recherche. Donc c'est ce qu'on appelle les ATER. Et on a une secrétaire qui gère tous les étudiants de licence, y compris les examens, c'est-à-dire les 2 ou 3 000 étudiants qu'on a sur le département. Donc voilà, ça c'est notre équipe. Les missions du département, c'est de développer, encadrer et suivre les formations concernées par l'universitarisation relative aux sciences infirmières dans le cadre du dispositif licence, master, doctorat. Permettre aux infirmiers de compléter une formation dans le domaine des sciences infirmières afin d'élargir leur champ d'intervention auprès des patients et d'optimiser leur prise en charge, et de développer des compétences en matière de recherche clinique infirmière. Si on prend la première mission, donc on repart sur la formation initiale infirmière. Je vous disais tout à l'heure que l'université était en charge des savoirs contributifs des IFSI. Donc ce qui s'est passé, pour pouvoir gérer le même enseignement dans les 17 IFSI au même moment, ça veut dire aussi à passer les examens au même moment, et les mêmes examens, il y a eu un travail d'harmonisation qui a été fait avec l'ensemble des enseignants-chercheurs qui intervenaient, et on n'a pas eu d'autre choix que de passer par des outils interactifs, et donc les professeurs ont fait les acteurs pendant un certain temps. Le conseil régional qui finance la formation a financé des tournages vidéo des enseignements pour que ces enseignements soient imprimés sur DVD et soient transmis à l'ensemble des instituts de formation. Donc l'ensemble des instituts de formation ont le même enseignement qui leur arrive au même moment, et il est en fait régulé par les cadres formateurs sur le site. Donc c'est la seule solution qu'on pouvait proposer à l'heure actuelle avec les difficultés géographiques qu'on a et le nombre d'IFSI que l'on a aussi, ce qui permettait une égalité des chances entre les 17 IFSI. Donc on peut dire que ce n'est pas forcément la bonne solution, mais en tout cas elle marche plutôt bien et on a plutôt des bons résultats aux examens sur l'académie. On a également harmonisé les examens sur les unités d'enseignement. Donc les étudiants des 17 IFSI passent leur examen au même moment, le même jour, à la même heure. Alors, on ne peut pas faire beaucoup d'intégratif, puis ce n'est pas forcément le but de ces enseignements. Donc généralement, ce sont des questionnaires des questions à choix multiples qui remplissent sur une grille optique. Les grilles optiques sont renvoyées sur le département universitaire de sciences infirmières où elles sont corrigées. Donc la correction, elle est centralisée et c'est notamment notre secrétaire qui gère les feuilles qui tournent dans la machine pendant plusieurs heures et plusieurs jours. Si on prend sur les 2 autres missions du département universitaire de sciences infirmières, donc la création de formations pour développer les compétences et la recherche, donc le master de sciences cliniques infirmières existe maintenant depuis 2009, donc on a un recul qui est assez important. Il sert à développer des compétences en pratique avancée, et les compétences de pratique avancée, c'est les mêmes que partout dans le monde, puisqu'on est basé sur la définition du CII et sur le modèle de Anamric. L'organisation de la formation, elle part sur un tronc commun la première année, donc tous les étudiants, en fait, ont le même enseignement en première année, un enseignement de clinique qui arrive, donc on les forme aux assises théoriques, parce que chez nous, le modèle prédominant depuis 50 ans, c'est Virginia Anderson. Les autres modèles ne sont pas... Ça commence à être enseigné en IFSI, mais c'est pas encore... ça marche pas trop bien encore. Donc on fait une ouverture sur le monde. Et du coup, on a aussi une collaboration sur ces enseignements-là avec l'Université de Montréal, et cette collaboration-là, en général, elle est très appréciée. On les forme au raisonnement clinique en pratique avancée avec l'enseignement d'examen clinique. On a
une formatrice qui est en fait une infirmière praticienne de Californie qui est franco-américaine. Et donc, du coup, tous les ans, elle repart en Californie tous les ans pour maintenir son permis d'exercice en pratique avancée là-bas. Et donc, du coup, c'est une de nos formatrices aussi qui forme les étudiants à l'examen clinique notamment, parce que c'est ce qui pêche le plus à l'heure actuelle en France. On a des enseignements sur la consultation infirmière, sur l'éducation thérapeutique, sur la démarche qualité, la recherche, l'organisation du système de santé. Voilà. Il y a un stage de 4 semaines sur la consultation infirmière et on les forme à l'apprentissage de la revue de littérature en fait, dès la première année du master. Sur la deuxième année, en fait, ils se partagent entre les 4 spécialités qui sont ouvertes: infirmier de pratique avancée en cancérologie, infirmier de pratique avancée en gérontologie, infirmier coordinateur de parcours complexe de soins. Et la nouvelle spécialité qui vient d'ouvrir cette année, c'est l'infirmier de pratique avancée en néphrologie, dialyse et transplantation rénale. Voilà, 3 étudiants cette année, c'est très bien, comme ça on démarre en douceur. Sur les autres parcours, on a un petit peu plus de monde. Chaque parcours est en fait, il y a une responsabilité pédagogique partagée entre un médecin et un infirmier sur chacun des parcours. Donc un professeur de la spécialité et un infirmier qui vient en complément pour qu'il y ait vraiment le double regard qui soit posé et éviter que les infirmiers de pratique avancée partent sur une dimension trop médicale, les rattacher vraiment à leur profession infirmière en premier lieu. Le nombre de diplômés depuis 2011, donc voilà, on a, moi j'ai fait partie de ceux-là, là, les deux. Depuis, sur la spécialité que j'ai faite, c'est celle qui a le plus grand nombre d'étudiants. Donc, à l'heure actuelle, on a 130 diplômés en tout dans ce master, tout parcours confondu. Et quand les textes paraîtront, on pense qu'on va avoir une recrudescence de demandes sur les parcours de pratique avancée en cancérologie, en gérontologie et aussi en néphrologie. Et là, je commence à recevoir des demandes qui sont de plus en plus précoces. Là, j'ai déjà 100 demandes qui sont arrivées sur septembre-octobre pour l'année prochaine, ce qui n'était pas le cas les autres années. Le mémoire, chez nous, on a essayé de faire en sorte que ce soit un booster de recherche. C'est-à-dire qu'on demande depuis 2 ans que le mémoire soit écrit sous la forme d'un article scientifique. Et on les encourage à la publication parce que d'une part, ça peut les aider derrière à avoir une reconnaissance aussi pour implanter leur rôle de pratique avancée, et d'autre part, ça permet de faire rayonner l'université, mais ça, on est tous sur les mêmes stratégies dans le monde universitaire. Donc pour l'instant, on a 2 articles qui sont publiés, un qui est accepté, 2 qui sont soumis et 10 qui sont en préparation. Donc normalement, d'ici l'année 2018, les publications sur le master vont augmenter. Le problème, c'est qu'une fois que les étudiants sont diplômés, il est difficile derrière de travailler avec eux sur la publication. Donc ça, il faut qu'on travaille aussi sur ce point-là. Donc les 2 articles qui ont été publiés, je vous les mets là, c'est une analyse de concept sur la coordination appliquée au domaine des soins. Et un deuxième, c'est une revue de littérature sur les stratégies d'implantation d'un infirmier de pratique avancée en milieu hospitalier. Les orientations stratégiques du département, donc les perspectives structurelles qui sont en train de s'ouvrir, c'est on est obligé d'attendre les textes d'application de la loi dont on a parlé tout à l'heure pour savoir la durée d'exercice minimum pour accéder à une formation de pratique avancée, le type de diplôme, le cahier des charges de l'université, etc., etc. Donc, comme je vous le mettais ici, on a eu le séminaire européen du CDF à Marseille la semaine dernière. On a eu la chance d'avoir un représentant du ministère qui a assisté à toute la journée. Et cette représentante nous a confirmé qu'on accéderait à un diplôme de master. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça évite que des formations intermédiaires se posent et que chacun fasse à sa sauce dans son coin. Alors, on a vraiment un cahier des charges qui va être national et l'objectif, c'est la rentrée 2018. En ce moment, on est en train de renouveler notre offre de formation 2018-2022. Le ministère de l'Enseignement supérieur a souhaité réformer les nomenclatures des titres en fait, de master en France parce qu'on en avait 4 ou 5 000 différents. On a réduit à 400 à peu près. Et donc du coup, le master de sciences cliniques infirmières, on le perd sous cet intitulé-là. On va intégrer un master santé où il va y avoir un parcours sciences infirmières en pratique avancée. Ce qui nous permet du coup
d'englober un autre master qui est en cours actuellement sur Aix-Marseille Université, dirigé par Chantal Aymar, sur l'encadrement dans le secteur sanitaire, social et médico-social, donc en gros qui prépare au management et à la formation des cadres de santé. Donc ces deux parcours-là vont être inclus dans le futur master santé. Et on est en train de développer de nouvelles méthodes pédagogiques parce qu'on voudrait vraiment sortir du cours magistral théorique de toute la semaine de cours là. Donc on est passé sur des modèles de classe inversée depuis cette année. On met en place du e-learning pour éviter que les étudiants se déplacent trop. Ce que je ne vous ai pas dit sur le master, c'est que nous avons des étudiants de toute la France, de Suisse et des départements d'outre-mer. Donc on les fait revenir pour une semaine complète de cours par mois, à peu près 1 à 2 semaines de cours par mois. Et le problème, c'est qu'il faut optimiser leurs déplacements qui ne viennent pas pour rien sur Marseille. Donc voilà, on est contraint sur certains modèles pédagogiques. Donc ça, ce sont les perspectives structurelles. Les perspectives internationales avec la faculté ici, on est en cours d'élaboration d'une convention de collaboration formelle, parce qu'on a déjà des collaborations qui se développent. C'était l'objet de mon rendez-vous juste avant. Donc, entre la faculté de médecine de Marseille et la faculté de sciences infirmières, donc avec des échanges d'enseignement. On a déjà des profs qui font quelques cours en visio auprès de nos étudiants de master, des échanges d'étudiants. Donc là, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place pour échanger des étudiants, accueillir des étudiants sur Marseille. Puis dans l'avenir, on va dire, j'espère proche, qu'on fasse la même chose aussi avec nos étudiants de master. On a aussi la possibilité chez nous d'avoir des bourses pour avoir des statuts de professeur invité, si ça vous intéresse. Si vous voulez venir passer quelques mois en France, on a des statuts de professeur invité sur la faculté. Des collaborations de recherche, donc là, c'est aussi ce que je fais toute ma semaine, là, aller voir nos différents collaborateurs de recherche, donc l'implication dans des projets comme avec Marilyn, avec Kelly, avec José, enfin voilà. Il y a plusieurs collaborations qui sont en cours et des collaborations de publication. Donc cette convention, elle devrait comprendre ça. On va voir comment elle va être formalisée au final, parce qu'on va peut-être même l'étendre. Les perspectives pour les étudiants et les diplômés chez nous, c'est qu'il faut absolument qu'on les accompagne à la publication. Il faut qu'ils valorisent leur rôle à l'heure actuelle pour garantir leur implantation, qu'on ne les remette pas en question systématiquement quand ils vont revenir sur leur milieu clinique, en fait. À partir du moment où ils arrivent avec une publication dans leur milieu clinique, là, on les regarde différemment. On se dit, oui, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une qualité de l'étudiant, enfin du diplômé, et on peut discuter avec lui. Et ça leur permet d'être un peu sur le même pied d'égalité dans les discussions avec les différentes parties prenantes. On réfléchit aussi à la réflexion sur le service après-vente pour accompagner l'implantation des rôles de pratique avancée sur le terrain. Et en fait, on finit par le dernier point qui est favoriser la poursuite du cursus académique vers le doctorat. Donc là, il y a toute une réflexion qui se met en place, mais qui dépend aussi de la réflexion politique nationale. Donc voilà, on est très attentif à ce qui va se passer pour développer les doctorats. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui que demain, on va avoir un doctorat en sciences infirmières. En tout cas, on espère que ça évolue dans ce sens-là. Et les collaborations qu'on pourra avoir ensemble, elles seront très importantes à ce moment-là, parce qu'on doit aussi prendre de ceux qui ont l'expérience dans ce domaine-là. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vous mets mes 2 adresses universitaires. Et puis je fais un petit clin d'œil à notre baleine qui était bloquée dans le Vieux-Port récemment. Donc c'était assez impressionnant de voir la baleine chez nous, parce que d'habitude je me dis, chaque fois que je viens, je me dis je vais aller voir les baleines là-bas, mais j'ai jamais le temps d'aller voir les baleines, et voilà, elle était au Vieux-Port. Et cette image, en fait, la pauvre, elle était bloquée au Vieux-Port, et je la mets à la fin de mes présentations depuis une semaine, parce que en fait, c'est grâce à la collaboration de toutes les équipes et de toutes les professions qu'on a pu la sortir du Vieux-Port et qu'elle a pu partir au large. Donc je me dis que ça va être la même chose sur les sciences infirmières. C'est une collaboration internationale qu'on va mettre en place pour qu'on puisse développer tout ça en France. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
très, très, très intéressant, particulièrement de réussir à nous faire comprendre. Ça semble assez complexe avec tous les systèmes. Oui. Très belle présentation, félicitations. Merci. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient poser des questions à Sébastien? Oui, allez-y. Juste appuyer sur en avant de vous, vous avez... Je voulais juste savoir si tous les diplômés avaient eu un poste intéressant et financièrement intéressant d'un point de vue de leurs études. Financièrement, non. Financièrement, le statut, il va être créé en même temps que la pratique avancée va être formalisée dans les textes d'application. Okay. Donc, financièrement, non. Ça, ils sont payés comme un infirmier, une infirmière. Comme des infirmiers, voilà. Donc ça, c'est le point un petit peu compliqué à l'heure actuelle, mais le statut va être créé spécifiquement comme il existe un statut pour les spécialités infirmières, comme il existe un statut pour les cadres. Il y aura un statut un statut spécifique pour les infirmiers de pratique avancée. Est-ce qu'ils ont tous eu un poste intéressant en sortant? Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisqu'on a développé ce master avec une attente, on devait avoir une légifération de la pratique avancée qui devait arriver beaucoup plus tôt que 2016. L'ancienne ministre de la Santé, elle a quand même mis tout son mandat pour enfin sortir quelque chose sur la pratique avancée sous la pression d'un certain nombre de parties prenantes. Donc, on va dire que depuis qu'il y a la discussion de la loi, donc depuis 2014, on va dire qu'on a de plus en plus d'employeurs, et on le voit sur les chiffres des diplômés, c'est aussi les chiffres d'étudiants qu'on a au master, on va dire qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui financent de sorte à avec un projet en fait d'établissement, d'implanter des infirmiers de pratique avancée. Et ça, on est très attentif, nous, quand on regarde les dossiers de candidature, à savoir s'il y a un vrai projet d'établissement derrière, parce qu'on sait que s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de financement, l'étudiant, une fois qu'il sera diplômé, risque d'être en difficulté pour implanter son rôle dans le contexte actuel. On a d'autres problèmes qui se posent à l'heure actuelle, c'est qu'on a des établissements qui financent la première année, mais qui ne financent plus la deuxième année. Mais les étudiants viennent quand même, ils s'autofinancent pour venir sur la deuxième année. Et puis on a des établissements, malheureusement là cette année, ça a été le cas pour plusieurs, qui ont dit oui on prend en charge, puis le jour de la rentrée on dit non finalement on ne veut pas signer la convention, on ne veut pas payer, donc vous prenez en charge. Et là nos étudiants ne se démontent pas, en fait ils démissionnent et ils se disent on va trouver autre chose quelque part, parce qu'à un moment donné ça va être de l'or sur le marché du travail, ils sont déjà formés, ils n'ont plus qu'à implanter, donc voilà. En gros une implantation réussie elle prend environ 18 mois après le diplôme. Donc c'est toute une construction qui se fait par le diplômé pendant sa formation et après sa formation pour implanter son rôle. Ok, merci. Oui, c'est bon. Ça doit être bon. Oui, bonjour, je m'excuse, je reviens un petit peu sur les fameuses spécialités. Je voulais savoir exactement ce que c'était le Parcours complexe de soins, c'est un rôle plus de spécialiste, d'infirmier spécialiste clinique dans les rôles de pratique avancée, où en fait, c'est pas forcément un professionnel qui va être en contact direct avec le patient, mais qui va plus organiser l'ensemble du parcours de santé du patient, de la personne soignée, j'aime pas dire le patient. Et donc ce parcours de santé, il inclut à la fois ce qui va se passer à l'hôpital et ce qui va se passer en ville, donc l'organisation des soins en ville. Donc c'est une personne qui va aussi être en référence sur certains soins dans la prise en charge des patients, qui a une expertise particulière. C'est assez large pour qu'on ne soit pas bloqué dans une spécialité médicale en fait. Donc elle amène son expertise en fonction de l'expertise qu'elle a eue antérieurement dans le service. Et puis c'est une personne qui va assurer l'accueil des nouveaux professionnels, par exemple, le tutorat des étudiants et des activités de recherche. Donc plus une vision macro, que les autres parcours de pratique avancée sont plus sur l'infirmier praticien, où là, ils suivent des cohortes de patients dans les spécialités qui ont été définies.
Non, alors en fait, je reçois aussi des étudiants qui viennent du milieu libéral, de plus en plus. Il y a des projets qui sont en train d'être élaborés par les ARS, et notamment pour les infirmiers libéraux, pour implanter la pratique avancée au plus près, notamment dans les maisons de santé, par exemple. Voilà. Je m'excuse. Je vais juste permettre au site de poser des questions parce qu'à 1h30, leur connexion termine avec nous. Donc, je ne sais pas, soit l'Université du Québec ou l'Université Laval, si vous avez des questions, ça serait peut-être le moment de les poser. Donc, bonjour, Université Laval. Salut, c'est Geneviève Falk. Donc, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Pour ma part, oui, j'aurais différentes questions, mais considérant que la connexion va couper dans 5 minutes, je me permettrai de vous réécrire par courriel en espérant. Je vais vous répondre, promis. C'est prévu. Courriel de réponse. Donc, on aura l'opportunité de discuter aussi projet de recherche et tout, mais en gros, merci beaucoup. La présentation était très éclairante de différents contextes, notamment au niveau politique. Puis, peut-être juste une question simple au niveau de la compétence de leadership d'Henrik. Comment vous l'introduisez dans les programmes de formation de master? Alors, c'est un peu compliqué parce que on le fait plus en intégratif, en fait. On leur donne les bases pour qu'eux puissent gérer au quotidien. C'est-à-dire que ces étudiants, ils ont une fonction, ils ont un statut particulier qui arrive dans leurs établissements ou dans leur région. Et pour construire leur rôle de pratique avancée dans leur milieu, il va falloir qu'ils aillent voir toutes les parties prenantes. Donc en fait, on leur donne les bases des connaissances nécessaires. On leur donne aussi le savoir-être. Par exemple, sur la première unité d'enseignement qu'on a sur les fondamentaux de la discipline en soins infirmiers, l'évaluation, en fait, on leur fait présenter qu'est-ce que la pratique avancée en tirant au sort une population particulière. Donc, ils peuvent tirer au sort les infirmiers, l'agence régionale de santé, les médecins, etc. On leur demande d'adapter en fait leur discours en fonction de la population à laquelle ils doivent se confronter. Et ça leur fait une première vision de comment ils doivent développer leur leadership pour pouvoir parler directement au public qui vont viser. Ils s'aperçoivent très rapidement que leur discours il doit être différent en fonction de la population à laquelle ils doivent s'adresser. Ça, c'est ce qu'on développe déjà dans les premières assises, et en fait, dans les premiers fondements, pardon. Et ensuite, ils vont développer leurs compétences en leadership au travers de toutes les unités d'enseignement qu'on va voir avec eux. On travaille vraiment sur de l'intégratif dans leurs évaluations. Sur les parcours que je coordonne, j'ai quasiment pas d'évaluation de connaissances sur papier. C'est vraiment, je veux qu'ils intègrent en fait leurs connaissances dans leur propre pratique clinique pour qu'ils puissent la retranscrire ensuite dans la réalité. Donc on développe le leadership de cette façon. Merci. D'autres questions à l'extérieur? Oui, bonjour. Je vais prendre une minute. Je vais vous écrire, Sébastien. Okay. Moi aussi, j'ai plusieurs questions. Alors, je suis à l'Université du Québec. Je vais prendre le temps de vous écrire. Merci beaucoup. La présentation a été effectivement très intéressante. Merci beaucoup. Peut-être, Geneviève, c'est une autre question. Tu as peut-être un peu de temps pour la poser, si tu veux. Oui, au risque d'être interrompu par la déconnexion. Vive les technologies. En fait, il y avait beaucoup de questions qui touchaient l'enseignement à distance. Je pense que c'est des questions qu'on a tous. On les a autant en clinique. Je vois que vous avez fait votre thèse avec José Côté, donc vous avez certainement exploré les questions des technologies de l'éducation, des éléments qui sont transférables potentiellement aux technologies qu'on utilise aussi en formation. Ça pourrait être des beaux défis à discuter. Je vous entendais parler du déplacement à 4 heures pour aller donner 1 heure de formation. On n'est pas si loin que ça non plus dans certaines situations ici. Donc, ça pourrait être des partages intéressants aussi dans les questions de classe inversée, d'e-learning, différentes expériences. Peut-être l'idée, en 1 minute, ça va être impossible, Marilyn. Dans le réseau, les questions de réseau de service vont faire partie des autres questions, mais je pense que ça va vraiment valoir un petit Skype ou un courriel. Mais je vous remercie beaucoup. Bref. Ça va. Merci de votre participation. Merci. Donc, si vous aviez une autre question, j'avais vu aussi, Léna avait une question. Vous pouvez y aller. Pour pouvoir suivre ce... Je ne sais pas si je fais des bonnes affaires. Je ne sais pas.
oui, c'est bon. OK. Oui, l'autre question que j'avais, c'était pour intégrer le parcours d'études en pratique avancée. Vous aviez l'air de dire qu'il fallait forcément avoir comme un genre de parrainage par une institution, par l'hôpital, ou est-ce qu'on peut venir... Oui, on accepte aussi des étudiants qui n'ont pas forcément le financement de l'hôpital, mais par contre, on est attentif à leur dossier pour voir s'ils ont un projet professionnel qui est cohérent, pour éviter de les mettre en difficulté aussi. Qu'ils ne fassent pas cette formation-là pour se retrouver, ce qu'on appelle sur le carreau. Ouais. Parce que sur les premières promotions, nous on était pionniers, on a essuyé les plâtres de la formation, de l'implantation. Sur les 7 premiers diplômés, on est 3 sur les 7 à avoir développé quelque chose à partir du master, et les autres se sont confrontés à beaucoup de difficultés d'implantation et ont abandonné ou ont changé de filière derrière. Donc on ne veut pas que ça se reproduise avec les étudiants qu'on a, surtout qu'on a des cohortes qui sont quand même, mine de rien, c'est quand même important, puisque je disais 21 diplômés, ça veut dire que nous on suit 21 étudiants dans leur mémoire de master en direction de mémoire, ce qui est quand même assez conséquent parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus professoral. Chaque spécialité suit en fait ses étudiants individuellement. Donc on est vraiment attentif au dossier et à savoir si le projet tient vraiment la route. Avant, on n'avait pas forcément des cohortes très importantes, donc on était peut-être un petit peu moins regardant. Maintenant, on peut se permettre en fait de regarder si toutes les compétences sont là pour rentrer dans cette formation. Et j'ai envie de vous dire que c'est aussi très important ce qu'on fait au niveau des dossiers au préalable, parce que quand ils arrivent la première semaine sur Marseille et qui commencent par les fondamentaux de la discipline en soins infirmiers, c'est très douloureux pour eux. Et ils se demandent déjà dès le premier jour s'ils ont fait le bon choix. Et au deuxième jour, ils se demandent s'ils vont rester à Marseille. Au troisième jour, bon, ça va à peu près. À la fin de la semaine, ils se disent, bon, ça va, c'est bon. Mais vu qu'on attaque la semaine suivante une autre unité d'enseignement où ils sont novices aussi, ils disent, non, mais là, ça recommence, j'y comprends rien, je ne sais pas ce qui va se passer, j'y arriverai jamais. Et, voilà. On sait que sur décembre-janvier, on doit les ramasser à la petite cuillère parce que c'est tellement intensif au final qu'ils vivent la formation assez mal, mais on leur dit que dès qu'ils auront passé leur premier partiel et qu'ils iront en stage, ça ira mieux pour eux. Donc, et effectivement, c'est ça tous les ans. Alors, on songe aussi à développer un projet de recherche pour voir en fait voir comment les compétences évoluent au cours du temps, les compétences de pratique avancée évoluent au cours du temps de la formation, et surtout comment leur auto-efficacité se gère durant leur parcours de formation aussi. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a 2 entrées sur le master. On a une entrée qui se fait sur la première année, le tronc commun, le M1, qui nécessite 4 ans d'expérience professionnelle. C'est les règles qu'on a posées sur le master, c'est pas les règles nationales. Et la deuxième année est accessible à des personnes qui ont déjà fait un diplôme universitaire à côté, donc qui ont déjà fait un master. On regarde qu'elles aient bien validé, qu'elles aient déjà acquises les compétences qui sont potentiellement vues en première année, et on leur fait 2 semaines de remise à niveau en septembre pour les préparer à suivre l'année complète de master. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est un gros bateau. J'aurais aussi plusieurs questions, mais peut-être que j'ai manqué quelque chose. Je n'ai pas compris la distinction, ou vous n'avez peut-être pas fait, de la pratique avancée. Ici, on distingue naturellement l'infirmière praticienne puis l'infirmière clinicienne spécialisée. Qu'en est-il chez vous? Et l'autre question, quelque chose qui m'a intriguée, ce sont les auxiliaires médicaux, la pratique avancée des auxiliaires médicaux. J'aimerais comprendre un peu plus comment ça interagit avec la pratique avancée des infirmières. Alors, pour répondre à votre première question sur donc la pratique avancée, la distinction entre les 2 rôles, pour l'instant, on n'a pas de distinction qui est donnée par le ministère de la Santé. Leur idée, c'est leur idée, c'est pas ce qui est arrêté pour l'instant, mais
l'idée qui prédomine, c'est de faire une formation généraliste et qu'ensuite il y ait des options sur la deuxième année pour partir sur une spécialité comme vous aviez les IPS, cardio, néphro, etc. Donc il voudrait partir sur en fait un tronc commun sur 2 ans, mais avec des options qui se déclinent en deuxième année pour que en gros toutes les compétences de pratique avancée soient les mêmes et qu'on n'ait pas besoin de revenir en formation si on change de spécialité. D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de distinction entre spécialiste clinique et praticien, pour l'instant, en fait. Voilà. Donc, ça correspond en même temps aux infirmières cliniciennes spécialisées Oui. et aux infirmières Oui. praticiennes. Oui. Il n'y a pas de distinction. Pour l'instant, non. OK. La deuxième question. Les auxiliaires? Les auxiliaires médicaux. Alors, ça, c'est une particularité qu'on a en France d'être encore sous le Code de la santé publique. Le Code de la santé publique, c'est ce qui régit la santé chez nous. Donc, c'est tous les textes de loi de la santé. Et ce Code de la santé publique, en fait, classe les professionnels médicaux, donc qui sont au nombre de 4, les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et les sages-femmes, et les auxiliaires médicaux, qui sont en fait les professionnels paramédicaux. Donc, on milite depuis très longtemps pour sortir de ce terme d'auxiliaires médicaux qu'on ne supporte pas, pour partir sur les filières en sciences infirmières, filières rééducation, filières médico-techniques, ce qui veut dire que ça vaudrait de réécrire tout le code de la santé publique, donc ils ne sont pas trop chauds en fait pour ça. Ce qui fait que pour définir la pratique avancée en France, ils ont décidé de faire pratique avancée pour tous les professionnels paramédicaux du code de la santé publique, selon l'avis de l'Académie de médecine et selon l'avis des représentants des professions. Alors pourquoi ils ont décidé de faire ça? C'est que dans les négociations qu'il y a eu sur l'universitarisation, c'était un peu la bataille pour savoir qui allait être à ce qu'on appelle nous Bac plus 3, c'est-à-dire niveau licence, et les Bac plus 5, niveau master. Donc les infirmiers sont en Bac plus 3, en licence, les ergothérapeutes sont en licence, les kinésithérapeutes sont en licence plus 1 an, les orthophonistes sont en master. Donc en fait, on a un maillage qui est un peu compliqué. Et on s'est dit, est-ce que dans les compétences qui vont être développées après, en fait, dans les professions, ce qu'on dit intermédiaires entre le métier initial et la profession médicale, on a besoin d'un nombre de compétences, de compétences supplémentaires, mais on ne veut pas que toute la profession s'engage dans ces compétences particulières, en fait, parce qu'on n'a pas forcément la formation nécessaire. Donc nous, la pratique avancée, ça va concerner 3% de chaque profession paramédicale. À l'heure actuelle, on a certaines professions qui souhaiteraient développer de la pratique avancée, type les ergothérapeutes chez nous. Les kinésithérapeutes ne sont pas forcément d'accord entre eux sur cette question-là. On a aussi des orthophonistes qui voudraient développer, avoir une activité de prescription, etc. Donc voilà, on avance un peu dans le flou, mais en fait, le choix qui a été fait, c'est plutôt que de réécrire la loi pour ouvrir à d'autres professionnels paramédicaux, une fois que les infirmiers seront installés dans la pratique avancée, ils ont fait un texte large dès le départ pour dire, bon ben voilà, il y a une possibilité à un moment donné qu'on le crée aussi pour d'autres professions, mais la priorité, c'est les infirmiers. On va arrêter ici, mais comme on peut voir, c'est vraiment un sujet d'intérêt, puis il y a des belles questions, mais je vous invite, si vous voulez rester pour poser certaines questions, juste pour libérer la salle et la vidéoconférence, ou de communiquer avec Sébastien, avec ses adresses courriel. Je vois que tu as un petit Twitter aussi. Oui. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci encore une fois beaucoup pour la conférence. Puis, bonne fin de journée à vous. Merci.